Si vous étiez pris au milieu d'une bataille entre deux anciennes espèces de titans destructeurs de villes, que feriez-vous? Ces énormes créatures se nourrissent d'énergie radioactive, et après avoir dormi sous terre pendant des millions d'années, elles sont sur le point de déclencher une vague de destruction que personne n'aurait pu imaginer. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les titans parasitaires dans Godzilla 2014. Ce scientifique nucléaire est sur le point de vivre le pire anniversaire de sa vie. Nous sommes en 1999 et une équipe de chercheurs d'une organisation gouvernementale secrète appelée Monarch vient de faire une découverte bouleversante. Lors de travaux d'excavation dans une mine d'uranium aux Philippines, le sol s'est tout à coup effondré, révélant une énorme cavité creusée cachée sous leurs pieds, dans les profondeurs de la Terre. Le docteur Ichiro Serizawa y découvre un squelette gigantesque qui ne ressemble à rien de connu de la science moderne. Et c'est loin d'être le pire. Deux énormes chrysalides pendent du plafond de la grotte, et l'une d'entre elles semble avoir éclos. Ce qui en est sorti s'est enfoncé directement dans le flanc de la montagne, ne laissant derrière lui qu'une incroyable traînée de destruction jusqu'à la mer. Pendant ce temps, au Japon, le superviseur de la centrale nucléaire Joe Brody a détecté une activité sismique inhabituelle dans la région et commence à s'inquiéter. S'il y a un problème à la centrale, les conséquences pourraient être catastrophiques pour le monde entier. Lui et sa femme Sandra se précipitent donc vers le réacteur pour maîtriser la situation. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Quelques minutes après leur arrivée, une des secousses frappe la centrale, et Joe ordonne la fermeture immédiate de la centrale pour la sécurité de tous. Mais il y a un problème. Sa femme se trouve déjà au cœur de l'un des réacteurs. La secousse provoque une brèche qui oblige Sandra et son équipe à courir pour sauver leur vie, alors qu'une vague de destruction atomique s'abat sur les tunnels juste derrière eux. Il est impossible de savoir s'ils parviendront à s'en sortir à temps. Désireux de sauver la vie de sa femme, Joe se précipite vers les niveaux inférieurs afin de pouvoir sceller manuellement les portes anti-explosion dès que sa femme aura réussi à passer. Mais il risque de mettre toute la ville en danger s'il ne ferme pas les portes à temps. Sandra fait tout son possible pour sortir de là, mais une secousse la fait tomber et elle demande à Joe de les enfermer, sachant qu'elle n'a aucune chance de survivre. C'est déchirant. C'est alors que Joe entend quelqu'un frapper à la porte de l'autre côté. Il se retourne et regarde sa femme une dernière fois alors que les portes automatiques se referment lentement sur elle et son équipe. Ok, alors ça c'est du lourd. Non seulement Joe vient probablement de perdre son boulot, mais il a aussi perdu sa femme. Et le plus tragique, c'est qu'il est vraisemblablement responsable de la mort de sa femme. Quand il a commencé à détecter une activité sismique étrange près de la centrale, il n'aurait jamais pu imaginer que ça se transformerait en un scénario catastrophe. Mais prenons une minute pour voir si nous pouvons déterminer où les choses ont mal tourné et s'il y a quelque chose qu'il aurait pu faire différemment. Le métier d'ingénieur nucléaire est un excellent choix de carrière, mais dans un pays sujet aux tremblements de terre comme le Japon, il comporte aussi son lot de risques. Ceux d'entre vous qui ont regardé notre épisode consacré à Shin Godzilla se souviendront peut-être que le Japon est le pays le plus exposé aux tremblements de terre du monde entier, si on tient compte de sa taille. Parce que le Japon est situé directement au-dessus de 4 grandes plaques tectoniques. La plaque pacifique, la plaque philippine, la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Les interactions entre ces plaques entraînent de fréquentes poussées d'activité sismique, ce qui fait que les îles subissent plus de 1500 tremblements de terre par an. Oui, c'est complètement fou. De nos jours, nous mesurons ces tremblements de terre à l'aide d'appareils appelés sismographes, qui détectent et enregistrent les vibrations de la croûte terrestre et calculent leur magnitude à l'aide d'une version actualisée de la célèbre échelle de Richter appelée échelle de magnitude de moment. Voilà pour le cours de science. En fait, au moment de la réalisation de cette vidéo en VO, l'île japonaise principale de Honshu venait d'être frappée par un séisme dévastateur d'une magnitude de 7,6, qui a libéré plus d'énergie que la bombe atomique qui a frappé Hiroshima et a provoqué des dégâts catastrophiques dans la communauté locale. On peut dire sans risque de se tromper que Joe est plus que familier des tremblements de terre après avoir passé quelques années à travailler au Japon. Mais ce qui l'a le plus frappé cette fois-ci, c'est que les relevés montraient un schéma anormalement régulier, dont la force ne cessait d'augmenter. Il n'a pas encore été en mesure de déterminer exactement la cause de ces schémas anormaux d'activité sismique, mais il va bientôt se rendre compte qu'il se passe plus de choses ici que dans le cas d'une catastrophe naturelle ordinaire. Maintenant, la raison pour laquelle Joe était si inquiet, c'est parce que si cette activité sismique devait compromettre l'intégrité structurelle de la centrale, elle pourrait entraîner une dévastation incroyable de l'environnement local. Les centrales nucléaires sont déjà construites pour résister aux tremblements de terre, grâce à une combinaison soigneusement étudiée de structures renforcées, de fondations souples et de systèmes de sécurité spécialement conçus pour absorber et rediriger toute poussée soudaine d'activité sismique. Ces mesures suffisent généralement à limiter les accidents.
Mais si les tuyaux, les pompes ou d'autres composants du système de refroidissement du réacteur sont suffisamment endommagés, il est de plus en plus vraisemblable que le cœur du réacteur s'emballe et qu'une véritable fusion nucléaire se produise. Ce que les professionnels du secteur qualifieraient de « pas cool du tout ». Il faut absolument éviter une fusion nucléaire, parce qu'elle peut entraîner le rejet de gaz et de particules radioactives dans l'atmosphère. Si les rafales de vent continuent à propager ces matières radioactives, elles contamineront rapidement l'air, le sol et l'eau à des kilomètres à la ronde. Il n'y a pas non plus de moyen facile de nettoyer après coup, parce que les efforts de décontamination peuvent nécessiter des années, voire des décennies de travaux complexes, coûteux et chronophages. Les personnes qui ont la malchance d'être exposées à ces matières radioactives peuvent souffrir d'effets graves et mortels sur la santé à long terme, et d'un risque accru de développer un cancer. Par conséquent, les habitants des communautés voisines pourraient être obligés d'évacuer s'ils en ont le temps, ou de s'abriter rapidement dans un lieu sûr pour tenter de minimiser leur exposition. Même si en sachant tout ça, vous n'avez probablement pas envie de vivre à moins de 160 km d'une centrale, la bonne nouvelle, c'est que les centrales nucléaires modernes sont équipées de systèmes de sécurité avancés qui arrêtent automatiquement le réacteur en cas de tremblement de terre, ce qui devrait permettre d'éviter la fusion du réacteur. Néanmoins, il vaut mieux ne pas prendre de risques. C'est pourquoi Joe s'est empressé de mettre la centrale à l'arrêt dès qu'il a senti un danger, parce qu'il le voyait clairement venir. La plus grosse erreur de Joe a été d'envoyer sa propre femme au cœur du réacteur. Il savait mieux que quiconque à quelle vitesse tout ça pouvait déraper, mais il l'a quand même envoyé là-bas pour tout vérifier, histoire de ne pas passer pour un cinglé aux yeux de ses pairs. Il était tellement convaincu que la ville entière était en danger qu'il était prêt à fermer toute la centrale depuis son domicile. Alors pourquoi envoyer la mère de son enfant dans ce piège mortel évident ? Je ne ferais pas ça. Avec toute la technologie dont ils disposent, ils auraient au moins pu l'envoyer avec un Segway ou quelque chose comme un skateboard pour qu'elle puisse ressortir rapidement si la situation venait à se dégrader. Sans parler du fait que c'était son anniversaire et qu'ils auraient dû profiter d'une journée de détente loin de tout réacteur nucléaire. L'adage selon lequel être un bourreau de travail est mauvais pour la santé devient donc l'euphémisme du siècle ici. Il a peut-être évité une catastrophe mondiale, du moins c'est ce qu'il pense, mais le prix à payer pour y parvenir a été considérable. Joe ne tardera pas à découvrir ce qui a réellement causé cette catastrophe, et la vérité est beaucoup plus démente qu'il ne pourrait l'imaginer. 15 ans plus tard, Ford, le fils de Joe, est devenu lieutenant de la marine américaine, spécialisé dans le déminage. Il a passé toute sa vie à essayer d'oublier ce qui s'est passé ce jour-là et à aller de l'avant. Mais son père a fait exactement le contraire, se plongeant dans des théories de conspiration pour tenter de donner un sens à l'incident qui a tué Sandra et ruiné sa vie. De retour d'un déploiement de 14 mois à l'étranger, Ford est impatient de passer du temps avec sa propre femme, Elle, et leur fils Sam, dans leur maison de San Francisco. Mais leurs retrouvailles sont brusquement écourtées dès le premier soir quand il reçoit un appel lui annonçant que son père a été arrêté pour intrusion dans la centrale nucléaire abandonnée, qui a été déclarée zone de quarantaine par le gouvernement japonais. Ford n'est pas content, mais il n'a pas vraiment d'autre choix que de reprendre un vol pour Tokyo et de faire sortir son père de prison. Une fois de retour dans son appartement, qui est couvert de panneaux traitant de la conspiration, Joe explique qu'il a relevé de nouvelles données sismiques qui sont exactement les mêmes que celles qui ont été relevées le jour de la catastrophe il y a tant d'années. Il essayait de retourner à leur ancienne maison dans la zone de quarantaine afin de récupérer les données pour prouver les similitudes et, espérons-le, avertir tout le monde avant que ce qui a causé la tragédie ne frappe à nouveau. Le lendemain matin, Joe déclare qu'il va retourner chercher ses disques durs et il dit à son fils qu'il ne pourra rien faire pour l'en empêcher. Frustré, Ford fait la seule chose responsable qu'un homme avec une femme et un enfant qui l'attendent à la maison puisse faire. Il enfile une combinaison de protection nucléaire pour accompagner son père pour son excursion dans la zone de quarantaine top secrète du gouvernement. Une fois à l'intérieur, Joe sort son compteur Gégère et enlève tout à coup son masque à gaz. Il se trouve que cet endroit n'est pas du tout radioactif, et il est impossible de savoir quels autres mensonges ont été échafaudés par le gouvernement. Après avoir récupéré les disques durs, il remarque que plusieurs hélicoptères du gouvernement convergent vers la centrale nucléaire prétendument abandonnée. Mais avant qu'il ne puisse enquêter plus avant, une équipe de soldats débarque et les jette à l'arrière d'un camion. Au lieu de les ramener en prison, les soldats les emmènent au cœur de la centrale. C'est alors qu'il voit enfin ce que le gouvernement cache depuis le début. Une chrysalide géante est en train de se développer à partir d'un des réacteurs qui s'était effondré. Toutes les quelques minutes, cette chose émet une impulsion électromagnétique qui provoque un blackout temporaire dans toute l'installation. Et elle devient de plus en plus forte à chaque fois. Tout à coup, l'enveloppe extérieure de la structure commence à s'effondrer, comme si ce qui se trouve à l'intérieur s'apprêtait à éclore. Les scientifiques réalisent rapidement qu'ils ne pourront peut-être pas arrêter cette chose si elle s'échappe. Ils décident donc de la tuer en activant leur grille de défense d'urgence et en bombardant l'objet avec des quantités massives de courant électrique concentré. Pendant un moment, il semble avoir réussi.
Mais c'est alors qu'une énorme créature insectoïde émerge de l'intérieur et commence à se déchaîner dans l'installation, détruisant tout sur son passage. L'impulsion électromagnétique qu'elle crée, ou IEM, déverrouille la porte de la salle d'interrogatoire de Joe, et il se précipite à l'extérieur pour voir la créature de ses propres yeux. Malheureusement, il est pris dans l'effondrement d'une passerelle surélevée avant que son fils ne puisse le rejoindre pour l'aider. Se mettant à l'abri à l'arrière du camion détruit, Ford regarde la créature anéantir des dizaines d'ouvriers avant de se doter d'une immense paire d'ailes et de disparaître dans le ciel nocturne. À présent, ils savent ce qui a vraiment causé l'incident, et la créature vient de s'échapper pour faire des ravages dans le monde entier. Ok, quelqu'un doit appeler le service de lutte contre les nuisibles, parce que ces gens ont un sacré problème d'insectes. Il semble que leur plus grosse erreur ait été de ne pas éliminer cette chose quand ils l'ont découverte. Plus tard, les scientifiques trouveront l'excuse qu'ils ne voulaient pas la tuer parce qu'ils craignaient de libérer des particules radioactives mortelles dans l'atmosphère. Mais maintenant qu'ils ont un parasite de 60 mètres de haut en liberté, ils auraient probablement mieux fait de lui balancer une énorme bombe de raid quand ils en avaient l'occasion. Après tout, n'oublions pas de quoi nous parlons ici. Il s'agit d'un œuf géant d'origine inconnue qui se nourrit de radiation nucléaire. Il n'était donc pas nécessaire d'être Nostradamus pour prédire ce qui allait finir par arriver. Plus le monstre devenait fort en consommant de l'énergie radioactive, plus il allait être difficile de l'abattre. Il valait donc mieux prévenir que guérir, et vaporiser l'insecte avant même qu'il n'ait éclos. En parlant d'éclosion, peut-être que le fait de mieux comprendre le cycle de vie de cette créature pourrait nous aider à trouver un moyen de l'abattre. Je sais que je viens d'appeler la chose qui est sortie de ce truc un œuf, mais les scientifiques l'appellent spécifiquement une chrysalide, et ça fait une grosse différence. La chrysalide est le stade de la nymphe d'un papillon. Tout au long de leur vie, les papillons passent par une série de 4 stades. Ils commencent par un œuf, qui se transforme ensuite en chenille. La chenille finit par trouver un endroit approprié pour se reposer pendant un certain temps, avant de se transformer en chrysalide, comme nous le voyons ici. Puis, une fois qu'elle est prête, elle émerge sous la forme d'un papillon adulte. Ça veut dire que le muto que l'on voit ici a probablement atteint sa forme adulte définitive. Et c'est peut-être une bonne nouvelle en fait. Bien qu'il soit impossible de savoir combien de temps ces animaux vivent une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, la durée de vie naturelle des papillons adultes est assez courte. Les espèces les plus longues ne vivent qu'environ 9 mois, et les exemples moyens ne durent que 2 à 4 semaines. Avec un peu de chance, ils pourraient simplement attendre que cette chose s'éteigne d'elle-même s'ils ne trouvent pas comment la tuer. Tant qu'ils peuvent l'empêcher d'avoir des bébés, bien sûr. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour ce qui est d'abattre le muto, les militaires pourraient envisager plusieurs approches. Nous savons que la créature se nourrit de radiation et qu'elle doit donc trouver une autre source pour conserver toute sa puissance. Cela veut dire qu'ils peuvent prédire sa trajectoire la plus probable en supposant qu'elle se dirigera vers les centrales nucléaires ou les sites de stockage ou d'élimination des déchets qui se trouvent à proximité. La meilleure solution serait d'essayer de la frapper alors qu'elle se trouve au-dessus de l'océan, afin de réduire le risque de perte civile. Mais il y a un problème. Chaque fois qu'ils essaient de s'approcher de cette chose, elle grille leur système électronique à l'aide de son arme secrète, l'IEM. Toute personne ayant vu Matrix n'a pas besoin que je lui explique ce qu'est une impulsion électromagnétique, IEM en français. Il s'agit d'une explosion de radiation électromagnétique qui perturbe et détruit tous les appareils électroniques se trouvant dans son rayon d'action. Il y a plusieurs façons dont une impulsion électromagnétique peut se produire, mais étant donné que le muto se nourrit d'énergie nucléaire, on peut supposer qu'il crée cette impulsion par le biais d'une sorte de réaction nucléaire. Dans le monde réel, si une arme nucléaire explose à haute altitude, la grande quantité de rayons gamma libérés par l'explosion interagit avec l'atmosphère terrestre pour créer un effet d'IEM. Le muto doit être capable en quelque sorte d'obtenir ce même effet grâce à une adaptation de sa biologie. Comme ils dépendent de l'électronique pour rester en l'air, les avions de chasse modernes ne pourront pas s'en approcher. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer de trouver un moyen d'atteindre la créature pendant qu'elle est encore au-dessus de l'océan et à une distance sûre des grandes villes. Pour ce faire, nous pourrions utiliser des missiles sans système de guidage interne, des mitrailleuses lourdes montées sur des avions de conception ancienne qui ne dépendent pas de l'électronique, ou même une sorte de planeur armé d'explosifs à retardement. Maintenant que le muto est en marche, il serait judicieux que l'armée mette toutes les centrales nucléaires et les sites d'élimination des déchets du monde entier en état d'alerte, et les ferme immédiatement. Il devrait également évacuer tous les civils des zones situées autour de ces sites afin de pouvoir réagir avec toute la force nécessaire en cas de besoin. Enfin, il faut donner à tous les habitants de la Terre le plus de temps possible pour se préparer à une attaque. Plus tard, le muto s'attaque à un sous-marin nucléaire russe pour se nourrir. Ce qui me donne une idée. Il serait possible d'utiliser un sous-marin nucléaire pour attirer son attention loin de la terre ferme et éventuellement de l'attirer dans un piège.
Mais si le piège ne fonctionne pas, on risque de nourrir la créature et de la rendre encore plus forte. Donc c'est loin d'être la solution idéale. Si tout le reste échoue, et qu'ils ont des kaijus géants qu'ils ont cachés au public, il serait temps de relâcher les monstres de la nature à plumes, afin qu'ils puissent faire ce que les oiseaux font le mieux et bouffer cet insecte. Sinon, ils pourraient trouver un moyen de le bombarder avec des quantités massives de pesticides, puisque ça semble plutôt bien marcher pour les agriculteurs qui protègent leurs récoltes. Quant à Joe et Ford, ils n'auraient pas pu faire grand-chose par eux-mêmes pour arrêter cette chose, mais éviter d'être tués par elle aurait été un bon point de départ. La bonne nouvelle, c'est que comme la créature vit des radiations, elle ne cherche pas à manger des gens. Ce qui veut dire que si vous pouvez rester hors de son chemin, tout devrait bien se passer. C'est facile de se laisser submerger quand on voit quelque chose d'aussi incroyable, mais j'essaierai de concentrer mon attention sur ses pattes pour éviter de me faire piétiner. Puis je me tirerai de là aussi vite que possible. J'essaierai bien de voler un véhicule, mais l'IEM les a probablement tous rendus inutilisables, donc ce serait une perte de temps cruciale. Il semblerait qu'il n'ait pas d'autre choix que de s'enfuir à l'ancienne, mais il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vivre la journée la plus athlétique de sa vie. À première vue, ils ont déjà du pain sur la planche, mais ils sont sur le point de se rendre compte que le Muto n'est pas le seul titan à sortir tout à coup de sa retraite. Peu de temps après, un hélicoptère militaire arrive pour évacuer le docteur Serizawa, et il leur ordonne d'emmener Joe et son fils pour qu'ils puissent lui parler de ses recherches. Mais il est déjà trop tard. Joe a été grièvement blessé lors de l'attaque, et il succombe à ses blessures avant qu'il ne puisse se mettre à l'abri, ce qui ne laisse que Ford en vie pour expliquer ce qu'il a trouvé. Les survivants débarquent à bord d'un porte-avions américain où le commandant, l'amiral Stans, explique qu'ils ont baptisé la créature Muto pour Massive Unidentified Terrestrial Organism. Mutant ultime terrestre d'origine inconnue en français. Ces attaques IEM constantes le rendent impossible à suivre avec des équipements plus sophistiqués, ce qui les empêche de savoir où il va frapper la prochaine fois. Le père de Ford est peut-être mort, mais ce dernier devra garder ses larmes pour plus tard, parce que le monde a toujours besoin de son aide. Il s'avère que dans les années 50, les premiers essais de sous-marins nucléaires ont provoqué l'apparition d'une autre créature, un reptile préhistorique de la taille d'un gratte-ciel que les scientifiques ont baptisé Godzilla. Il y a des millions d'années, quand les niveaux de radiation de la Terre étaient à leur maximum, ces créatures vivaient à la surface. Les scientifiques expliquent qu'ils ont choisi de confiner la créature dans la centrale électrique plutôt que de la tuer parce qu'ils craignaient que cette opération ne libère une quantité mortelle de radiation dans l'atmosphère. C'est alors que Ford leur dit que son père pensait que la créature essayait de communiquer avec quelque chose en utilisant l'écolocalisation. Mais pour l'instant, ils ne savent toujours pas avec quoi exactement elle essayait de communiquer. Après avoir obtenu toutes les informations qu'ils pouvaient, les scientifiques renvoient Ford à Hawaï en hélicoptère pour qu'il puisse rentrer chez lui. Mais il ne tardera pas à se retrouver à nouveau face à face avec le Muto. Ok, maintenant ça commence à bien faire. Comparons ces deux titans pour voir ce qu'ils valent et si les pauvres humains ont une chance de les battre. Tout d'abord, nous avons le roi des monstres lui-même, Godzilla. Et ce n'est pas pour rien qu'il porte ce nom. Cette entité absolue mesure plus de 100 mètres de haut, soit plus haut que la Statue de la Liberté, et elle pèse un poids gargantuesque de 90 000 tonnes, soit à peu près le poids d'un porte-avions. Elle est également très intelligente et est capable d'adapter ses stratégies en cours de combat pour contrer ses adversaires. La bonne nouvelle, c'est que cette créature ne veut pas nécessairement s'en prendre aux humains. Non pas parce qu'elle nous aime, mais plutôt parce que nous sommes trop insignifiants pour qu'elle puisse nous considérer comme une menace. Sa taille imposante s'accompagne d'une force incroyable qui lui donne un avantage dans les combats au corps à corps, parce qu'elle a pu résister à l'explosion directe d'une bombe à hydrogène de 15 mégatonnes quand on a essayé de l'envoyer sur elle dans les années 50. Quand tout sera perdu, elle pourra s'appuyer sur son souffle atomique caractéristique qui lui permettra de faire exploser les autres titans avec facilité. Et puis nous avons notre challenger, le Muto. C'est un membre d'une ancienne espèce parasitaire qui a pondu ses œufs dans le corps des parents morts de Godzilla pour se nourrir de leur radiation. Ce géant mesure 60 mètres de haut et pèse environ 15 000 tonnes, ce qui n'est pas très impressionnant quand on le compare à Godzilla, mais n'a rien d'insignifiant. Comme tout autre parasite, les deux principaux objectifs du Muto sont de se nourrir en consommant l'énergie atomique et de se reproduire, ce sur quoi nous reviendrons plus tard. Ces IEM empêchent les humains de l'attaquer avec des armes à base d'électronique, et les griffes massives au bout de ses membres lui permettent d'asséner des coups mortels à ses ennemis. Il est également extrêmement résistant et incroyablement fort, ce qui lui permet de tenir tête à Godzilla dans un match de catch. Les mâles de l'espèce comme celui-ci ont des ailes, ce qui leur donne une grande mobilité dans les airs. Et ce sont aussi de très bons nageurs, comme nous le verrons quand ils commenceront à s'attaquer aux navires militaires. Ils peuvent sembler invincibles, mais ils peuvent en fait être mis à terre avec suffisamment de force. Et ils ont une faiblesse majeure dont nous parlerons dans un instant.
Godzilla devrait battre le Muto dans un combat équitable, mais cet insecte est capable d'égaliser les chances en utilisant ses capacités de vol pour lui donner l'élément de surprise. Quant à nous les humains, en ce qui concerne Godzilla, ces gens sont sur le point de découvrir qu'il est en fait de notre côté, et que la meilleure chose à faire est de rester hors de son chemin. Le Muto, lui, doit absolument être rayé de la carte par n'importe quel moyen. Ça veut dire que la seule option quand on combat quelque chose d'aussi énorme, c'est de viser ses points faibles. Bien qu'à l'extérieur il soit recouvert d'un exosquelette presque impénétrable, l'intérieur de sa bouche n'est pas blindé, ce qui le rend vulnérable aux attaques. Pour les militaires, il serait possible de le piéger en le forçant à ouvrir la bouche, puis d'utiliser des explosifs pour le frapper là où il est le plus faible. Il devrait également essayer de le couper de toute source de radiation afin qu'il ne puisse pas devenir plus fort, et s'en tenir à des armes qui n'ont pas besoin de composants électroniques pour faire leur travail. On peut dire que nous avons du pain sur la planche, mais il reste encore un autre titan qui va se joindre au combat. Pendant ce temps, l'armée reçoit des rapports sur la disparition d'un sous-marin nucléaire russe dont ils ont mystérieusement perdu la trace quelque part au large des côtes d'Hawaï. Ils parviennent à capter un signal de détresse qui provient étrangement du centre de l'île d'Oahu. Et une équipe des forces spéciales est envoyée sur place pour enquêter. Et ce qu'ils découvrent est complètement incroyable. Le Muto a sorti le sous-marin de l'eau et s'est nourri des matières radioactives qu'il contenait. Réalisant qu'ils ne peuvent plus garder le secret sur son existence, les militaires font immédiatement décoller leurs avions, espérant arrêter la créature avant qu'elle ne détruise tout sur l'île. On dirait qu'ils ont oublié ce dont le Muto est capable. Parce que dès que les jets s'approchent, la créature frappe du pied, créant une explosion IEM gigantesque qui les fait tous tomber du ciel, et coupe l'électricité dans toute la ville, y compris le train dans lequel Ford se trouvait. Au même moment, les civils sur la plage remarquent que l'eau se retire rapidement vers l'océan. Terrifiés, ils se mettent à courir vers l'intérieur des terres, pensant qu'ils sont sur le point d'être frappés par un tsunami. Mais en réalité, c'est Godzilla en personne qui arrive en trombe pour un affrontement destructeur dans la ville. Le docteur Serizawa voit l'énorme titan foncer droit sur eux depuis le porte-avions. Mais Godzilla plonge tout à coup sous le navire, passant en dessous d'eux sans faire le moindre dégât. Malheureusement, les habitants de la côte n'ont pas cette chance, parce que son arrivée suffit à faire déferler un énorme mur d'eau sur la ville et que pratiquement aucune des personnes qui se trouvaient au niveau du sol n'a pu s'enfuir. Alors qu'une équipe du SWAT tire une salve de fusées éclairantes depuis un toit voisin, ils aperçoivent enfin le titan marcher sur le rivage. Mais il est si énorme qu'ils ne peuvent voir que ses jambes. Bien qu'il n'ait encore montré aucun signe d'agressivité, ces crétins commencent immédiatement à ouvrir le feu avec des fusils mitrailleurs, comme si ça allait suffire à l'arrêter. Mais Godzilla n'en fait qu'à sa tête et continue d'avancer vers son véritable ennemi. C'est alors que le train de Ford se remet en marche, et qu'ils aperçoivent le Muto qui descend la voie ferrée dans leur direction. Il se penche et donne un grand coup de dent à l'avant du train, manquant d'entraîner Ford dans une chute mortelle. Mais Ford réussit à s'accrocher à un des sièges et sauve même un petit garçon qui a été accidentellement séparé de ses parents. Une nuée d'hélicoptères militaires se précipite et ouvre le feu, mais le Muto les fait tomber du ciel avec facilité, provoquant une explosion gigantesque qui terrifie les gens au sol. Ces gens sont comme des petites patates pour ce gros insecte. Et maintenant, il tourne son attention vers le vrai défi, parce que Godzilla vient juste d'entrer dans la bataille. Il lance un regard au vieux Muto qui dit « c'est personnel ». Mais nous ne les verrons jamais vraiment se battre, à l'exception d'un bref reportage le lendemain matin qui montre Godzilla chassant l'insecte dans la mer. Il semble que Godzilla ait gagné cette manche, mais le Muto ne tardera pas à revenir pour régler ses comptes. Ok, je n'aime pas dire ça, mais les militaires ont complètement raté leur coup jusqu'à présent. Ils savaient que le Muto pouvait déclencher une IEM, alors pourquoi s'embêter à envoyer des jets et des hélicos juste pour les voir se faire abattre en plein vol? Au lieu de ça, ils auraient probablement eu plus de chance en se faufilant à pied et en posant des explosifs programmés près de ses pattes, pendant qu'il était occupé à manger ses bombes atomiques. Les explosions d'IEM semblent provenir de ses deux pattes avant. S'ils trouvent le moyen de les faire exploser, ils pourront éliminer cette partie de la menace. Quant à Godzilla, ils ne savent même pas si son intention est de blesser quelqu'un. Alors pourquoi risquer de le mettre en colère en lui tirant dessus avec des MP5 ? Il a fait une plongée sous les porte-avions alors qu'il aurait pu facilement les détruire, ce qui montre bien qu'il ne cherche pas du tout à faire du mal aux humains. En fait, les seules personnes qui ont été blessées ici sont celles qui ont été prises dans le tsunami. Et elles seraient encore en vie si les militaires les avaient juste avertis qu'un choc des titans était sur le point d'éclater au Tiki Bar. Mon conseil, ne vous mettez pas en travers du chemin de Godzilla et laissez-le faire son travail. Ils ont de la chance qu'il soit arrivé au moment où il l'a fait, sinon ce Muto aurait détruit tout l'arsenal de l'armée. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un début difficile, et j'espère qu'ils repenseront leur stratégie avant le prochain combat. Le lendemain matin après la dévastation, Ford voit que les militaires se lancent à la poursuite des monstres, et il décide de se joindre à eux. Il se dirige vers l'est à travers l'océan Pacifique en direction des États-Unis.
Godzilla semblant poursuivre le Muto, et les militaires faisant de leur mieux pour le suivre lui. Le docteur Serizawa pense que Godzilla doit être en train de chasser le Muto, ce qui veut dire que si la créature n'essayait pas de communiquer avec lui, mais qu'elle appelait quelque chose d'autre, ils vont bientôt découvrir ce que c'est exactement. Mais écoutez ça, après avoir découvert les chrysalides aux Philippines, ces génies ont ramené l'insecte non éclos sur le sol américain. Vous pensez que c'était une mauvaise idée? Eh bien attendez de voir où ils ont décidé de le mettre. Dans le dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain, au fin fond du désert du Nevada. Souvenez-vous, ces choses se nourrissent de déchets nucléaires pour devenir plus fortes. Inutile donc de préciser qu'il s'agissait d'une grossière erreur. Ils se sont rapidement rendus compte que le Muto était sorti de son confinement et qu'il était sur le point d'aller jouer au blackjack sur le Las Vegas Strip. En regardant les images de ce nouveau monstre depuis son vaisseau, le docteur Serizawa fait une découverte qui change la donne. Ce Muto n'a pas d'ailes, ce qui indique qu'il est du sexe opposé. Ça veut dire que ces parasites essaient de se reproduire et qu'il est temps de passer au plan B. Ils vont mettre une bombe atomique avec une minuterie mécanique à l'ancienne sur un bateau et l'envoyer à 20 miles de la côte californienne en espérant attirer les Muto et Godzilla, et les ramener tous les trois à l'âge de pierre. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner à votre avis? Ok, il semblerait que nous ayons un autre Muto, et c'est un gros problème. Il s'agit d'une femelle, et bien qu'elle n'ait pas d'aile, elle mesure plus de 90 mètres de haut, ce qui la place au même niveau que Godzilla en termes de taille. Maintenant, il y aurait eu un moyen pour le docteur Serizawa de prédire ce phénomène, mais il a négligé un élément clé du puzzle dont Joe essayait de les avertir. Dans ses propres recherches, il pensait que les tremblements créés par le premier Muto étaient en fait le résultat de l'utilisation d'une forme d'écolocalisation. Les scientifiques ont peut-être pensé qu'il communiquait avec Godzilla, mais il appelait en réalité sa petite amie ici présente. Et il y a un moyen qui leur aurait permis de s'en rendre compte un peu plus tôt. Le Muto s'est transformé en s'enveloppant dans une chrysalide, ce qui le rapproche le plus d'un papillon ou de leurs proches parents, les papillons de nuit. Ces insectes sont dotés d'une ouïe ultrasonique afin d'éviter la stratégie de chasse des chauves-souris, un de leurs plus grands prédateurs naturels. Bien que ce soit extrêmement rare, il existe des preuves que les mâles de quelques espèces de papillons de nuit utilisent l'écolocalisation comme moyen de trouver une compagne, tout comme le Muto le fait actuellement. En fait, Joe avait déjà compris ce phénomène dans le cadre de ses recherches, mais il est malheureusement décédé avant d'avoir pu expliquer ses théories. La réponse était là depuis le début, et s'ils avaient connu le lien entre ces deux Mutos plus tôt, ils auraient pu trouver une façon d'utiliser à leur avantage la volonté naturelle des créatures de se retrouver et de se reproduire, ou au moins de se préparer à l'arrivée du second. Maintenant, il est trop tard pour ça, et il faut donc espérer que Godzilla pourra aider les humains à éliminer ces bestioles avant qu'elles ne détruisent toutes les grandes villes de la planète. Après avoir enfin atterri aux États-Unis, Ford se ferait un chemin dans un train militaire qui transporte les ogives nucléaires jusqu'à San Francisco. Mais il ne tarde pas à rencontrer un autre problème. Il semble qu'une bataille se déroule de l'autre côté de la montagne, et Ford demande à une escouade de partir en éclaireur avant que le train ne traverse le tunnel. Tout à coup, la femelle Muto surgit du flanc de la montagne derrière eux, obligeant les soldats à se mettre à plat ventre. Mais elle repart en direction du train, et ils peuvent alors voir qu'elle porte une énorme poche d'œufs sous son ventre. Avant qu'ils ne puissent se mettre à l'abri, le train dévale la voie ferrée droit vers eux, et le Muto détruit le pont, ne laissant à Ford d'autre choix que de sauter dans la rivière déchaînée en contrebas. Il parvient à survivre à la chute, mais il ne peut que regarder le monstre avaler une des ogives nucléaires avant de s'enfoncer dans l'obscurité. Ok, juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, ces types ont pris une des décisions les plus idiotes qu'on puisse imaginer. Je comprends que leurs options soient limitées à ce stade, mais c'est pas une excuse pour ne pas réfléchir à leur stratégie. Il semblerait que leur plan se soit retourné contre eux, et celui qui a eu l'idée de ce train a définitivement merdé. Récapitulons les décisions qu'ils ont prises jusque-là. Tout d'abord, ils ont pris cette créature géante et ancienne dont ils savaient qu'elle se nourrissait d'énergie radioactive. Ils l'ont amenée sur le sol américain et l'ont plantée en plein sur un site de stockage de déchets nucléaires. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi c'était une mauvaise décision. Ensuite, une fois que la chose a commencé à détruire des villes, ils ont décidé de prendre leur meilleure arme, qui se trouve être exactement ce que le Muto mange, de la coller sur un train et de le conduire en travers de la trajectoire de la créature. Il y avait personne avec au moins un neurone dans la pièce au moment où ils ont eu cette idée? Non mais sérieux! Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est mettre le repas préféré de cette créature à sa portée, tout en faisant tuer d'innombrables soldats qui voulaient simplement rentrer chez eux pour retrouver leur famille. Félicitations à tous! Maintenant, Maman Muto a une nouvelle bombe atomique pour nourrir ses bébés. Pourquoi ne pas raser toute la ville de San Francisco par vous-même puisque vous ne faites manifestement que faciliter la tâche des Muto? Il n'y avait sans doute pas beaucoup d'autres options. Mais quand même, personne n'a songé à mettre l'ogive dans un coffrage en béton ou quelque chose comme ça?
pour aider à masquer l'énergie radioactive qu'elle dégage pendant que vous essayez de faire passer le train en douce. C'est loin d'être la solution parfaite, mais n'importe quoi d'autre aurait été préférable au désastre absolu que nous avons sur les bras maintenant. Seul le gouvernement pouvait trouver le moyen d'aggraver une situation comme celle-ci. Alors désolé tout le monde, mais vous avez merde. Au matin, Ford se réveille au bord de la rivière entouré de corps et de décombres. Juste à ce moment-là, l'armée arrive pour récupérer la bombe nucléaire restante, et il parvient à quitter la zone à bord d'un hélicoptère. Pendant ce temps, en ville, elle réussit à faire monter leur fils dans un bus d'évacuation, mais comme elle est infirmière, elle est obligée de rester sur place pour aider. Les bus se retrouvent tous coincés sur le Golden Gate Bridge, alors qu'un escadron de chars Abrams, des cuirassés et des unités terrestres armées de lance-roquettes se prépare à l'affrontement. Et bien sûr, le lézard géant apparaît à quelques centaines de mètres de là. Les marins voient Godzilla foncer sur eux, mais ils s'arrêtent tout à coup, peu avant de percuter leur bateau. C'est alors qu'ils commencent à sortir de l'eau, et ils réalisent que ce qu'ils étaient en train de regarder n'était que sa queue. Alors qu'ils remontent lentement à la surface, ils créent une énorme vague qui pousse les bateaux, ce qui fait dévier leurs missiles de leur trajectoire. Paniqué, le chauffeur de bus se ferait un chemin à travers la foule de soldats, mais un des missiles déviés fait tomber un morceau du pont, bloquant sa route et l'obligeant à s'arrêter brutalement. Au même moment, les militaires ouvrent le feu sur Godzilla avec tout ce qu'ils ont, le frappant avec des tirs de chars, des rafales de mitrailleuses et même un barrage de missiles de croisière Tomahawk. Mais Godzilla se débarrasse de tout ça sans la moindre difficulté. Dans le chaos, un des chars finit par se frayer un chemin, et le chauffeur de bus en profite pour mettre le pied au plancher une fois de plus et parvient à se mettre en sécurité juste à temps, alors que Godzilla fend le pont en deux et continue sa marche vers la ville. Ok, ces types doivent vraiment se ressaisir avant d'aggraver la situation. Ils continuent d'essayer de blesser Godzilla, bien qu'il ne les attaque à aucun moment. Et à chaque fois, ils manquent de se faire exploser en tentant de le faire. Puisque Godzilla n'est manifestement pas intéressé par le fait de blesser des gens, ils devraient collaborer avec lui et utiliser leurs armes pour distraire un muto pendant que lui s'en prend à l'autre. Le docteur Serizawa semble être le seul à comprendre que Godzilla n'est pas l'ennemi. Et maintenant, ils sont sur le point de risquer de faire exploser toute la ville de San Francisco et de créer un désastre nucléaire comme le monde n'en a jamais vu, au lieu d'utiliser leur meilleure arme et leur bouclier de viande à leur avantage. Le pire, c'est qu'ils ne savent même pas si la bombe atomique va fonctionner, mais il y a autre chose qu'ils pourraient essayer. Voici le plan. Ils doivent attacher des déchets nucléaires à une fusée et la lancer sur la trajectoire d'un satellite en orbite. Ok, vous me suivez? Ces engins sont en fait de gigantesques masses de métal gravitant dans l'espace à des centaines de milliers de kilomètres à l'heure. Peut-être pourrait-il attirer le muto mâle à poursuivre la nourriture sur la trajectoire du satellite, les mettant tous les deux sur une trajectoire de collision, puis ensuite l'éclater comme un insecte sur le pare-brise d'une voiture, et ne laissant alors à Godzilla et aux militaires que la mer à affronter. C'est un pari risqué, mais s'ils sont prêts à atomiser toute la ville de San Francisco juste pour arrêter ces choses, alors tout vaut la peine d'être tenté. Maintenant, les militaires se rendent compte qu'ils doivent éteindre manuellement la bombe avant que la minuterie ne se déclenche. Mais le champ électromagnétique des mutos grillera tous les appareils électroniques qui essaieront de s'en approcher de trop près. Ils n'ont donc qu'une seule option, sauter en parachute directement sur le nid et accomplir cette mission à l'ancienne. Ford atterrit dans la rue et rejoint son escouade. Ils commencent à se frayer un chemin à travers les destructions en direction de l'ogive et finissent par arriver au bord du nid, juste au moment où on voit Big Mama vider ses œufs dans le cratère en contrebas. Tout à coup, ils réalisent qu'ils sont pris en étau entre Godzilla et l'énorme parasite. Les deux monstres s'affrontent, et Godzilla saisit la maman muto dans ses mâchoires et l'entraîne dans les ténèbres. La voie étant libre, Ford et son équipe pénètrent dans le nid où ils trouvent l'ogive suspendue par une structure pulsante faite à partir des œufs de la créature. Il reste moins d'une demi-heure avant que tout n'explose. À la surface, Godzilla met la pression sur Maman Muto, mais c'est alors que son mec se pointe pour une attaque sournoise, et tous deux commencent à lui botter les fesses dans tout le quartier. Les soldats ne parviennent pas à ouvrir le boîtier autour du détonateur et décident que leur seul choix est de ramener la bombe atomique sur un bateau aussi vite que possible. Resté en arrière, Ford ouvre la valve d'un camion d'essence et sort du cratère juste au moment où une étincelle enflamme le carburant, faisant exploser tous les petits mutos. Maman Muto est furieuse, mais c'est alors que Godzilla apparaît, sa queue brillant d'un bleu éclatant, et libère une rafale de son souffle atomique directement sur la tête de la créature. Le coup est critique, mais le muto mâle arrive à nouveau par derrière alors que Godzilla est sur le point de finir le travail. Cette fois-ci, Godzilla ne se laisse pas faire, et alors qu'il tourne autour de la créature pour une nouvelle attaque, il la projette directement sur le côté d'un gratte-ciel, l'empalant sur une partie du bâtiment et l'abattant finalement pour de bon.
C'est une grande victoire, mais le combat laisse Godzilla épuisé, et il n'est pas en mesure de se dégager lorsque le bâtiment entier s'effondre sur lui, l'écrasant sous son poids. Pendant ce temps, Maman Muto commence à s'attaquer à l'ogive que les marins ont finalement chargé sur un bateau en état de marche. Heureusement, elle est distraite par une escouade de soldats qui tirent des roquettes sur elle depuis une jetée voisine, ce qui donne à Ford le temps de monter à bord. Il ne reste plus que 13 minutes, et comme il n'y a aucun moyen d'ouvrir la boîte, Ford n'a d'autre choix que d'enclencher le pilote automatique du bateau pour l'envoyer aussi loin que possible dans l'océan. Ça marche pendant un moment, mais le moteur du bateau tombe soudain en panne, et la Maman Muto se tient juste au-dessus de lui sur le point de lui asséner le coup de grâce. Tout à coup, Godzilla saisit la créature par derrière avec toute la force qui lui reste. Il force la créature à ouvrir ses mâchoires et lui envoie un souffle atomique directement dans la gorge, brûlant la tête de la femelle Muto. Godzilla pousse un rugissement de triomphe et laisse tomber le corps de son ennemi dans la mer. Mais il s'effondre à cause de ses blessures, maintenant que le combat est enfin terminé. Les deux Mutos sont à terre, mais il faut encore s'inquiéter de la bombe atomique. Une fois les Mutos éliminés, le bateau de Ford se remet en marche et commence à filer à toute allure vers la mer, avec lui toujours à bord. Il ferme les yeux sachant qu'il est sur le point de mourir, mais son sacrifice signifie au moins que sa famille sera sauvée. Tout à coup, il y a un flash de lumière blanche aveuglante. Mais ce n'est pas la bombe atomique, c'est un hélicoptère militaire qui vient le chercher juste à temps. Quelques instants plus tard, l'ogive explose, mais elle est suffisamment éloignée de la ville pour que tous les habitants s'en sortent indemnes. Alors que la fumée se dissipe, Ford, elle et Sam se retrouvent enfin dans le centre d'hébergement des sinistrés, heureux d'en être sortis vivants. Alors que les équipes de secours commencent à déblayer les décombres, Godzilla se relève tout à coup et replonge dans la mer, retournant à son sommeil maintenant que la bataille est terminée. En le regardant partir, les gens réalisent enfin que Godzilla n'a jamais été un monstre. C'est un ancien protecteur de l'ordre naturel de la vie, et il reviendra quand le monde aura à nouveau besoin de lui. Alors, je suis en train de vivre ma vie, et tout à coup, ces monstres géants sortent du sol. Et c'est une bonne chose que j'ai déjà vu des films de Godzilla, parce que je sais exactement ce que je ferais. Je courrais dans la direction opposée à celle où il se trouve. Mais ça, ce n'est que moi, alors dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Qu'en pensez-vous? Des vidéos monstrueuses, n'est-ce pas? Nous en avons plein d'autres à vous proposer, alors appuyez sur le bouton s'abonner. Félicitons l'équipe, les rédacteurs, les auteurs pour avoir rendu cette diffusion possible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!